Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir nombreux, d'échanger avec vous à un sujet que nous trouvons très important. C'est le sujet de l'organisation de bureaux et de travail post-Covid. On espère bien que c'est bientôt la fin. En ce moment où on est vraiment à la fin du confinement et à la fin de cette année qui était vraiment éprouvante et unique, j'espère bien, pour nous tous. C'est très difficile de se projeter puisqu'on n'est pas certain où on va, tous ensemble, mais quand même, il y a certaines pistes, il y a certaines tendances qui se dessinent déjà. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous réunir. René Musica, directeur général de GS Consulting, Antonio Moura, directeur général délégué de BMA Group, et Hervé Joffre, directeur général de IRM. Donc, nous souhaitons vraiment ouvrir une discussion sur l'organisation du bureau de demain et vraiment vous donner quelques idées vers où on peut aller. Ça devrait être vraiment un lieu de partage. On vous invite vraiment de poser vos questions pour partir d'ici avec une solution concrète le plus possible, qui est vraiment adaptée à votre situation, votre problématique, votre entreprise. Donc, messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis René Musica, directeur général de GS Consulting. Nous sommes ravis, comme l'a dit Elena, de vous savoir aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Alors tout d'abord, nous vous demanderons d'être indulgents, car pour certains d'entre nous, c'est une première. La question qui nous réunit aujourd'hui est d'actualité. Cependant, laissez-moi d'abord vous présenter GS Consulting. Alors, qui sommes-nous? GS Consulting est une structure de commercialisation avec deux départements, la mission d'assistance et la transaction. La mission d'assistance consiste à accompagner des propriétaires qui ont des difficultés à commercialiser leur immeuble, qui sont sensibles ou qui rencontrent des difficultés pour d'autres raisons. Et à cela, on met en place des actions marketing dédiées pour aider à sortir ce qu'on appelle quelquefois des immeubles plantés. Le deuxième département chez nous est la transaction. Ce département a pour rôle, comme chez nos confrères, d'accompagner les utilisateurs et les propriétaires à la bonne commercialisation de leurs actifs. GS Consulting, c'est une quinzaine de collaborateurs répartis sur deux bureaux, Paris et Beauvais, et qui met tout en place pour effectivement aider les propriétaires et les utilisateurs. Nous sommes à cela accompagnés par un partenaire, BMA, qui nous accompagne, spécialiste de l'aménagement et des services, qui nous accompagne tout le long de ce processus. Donc, dès le départ, ils sont présents avec nous lors des visites pour donner les meilleurs conseils, le meilleur conseil aux utilisateurs ou aux propriétaires. Je vais d'ailleurs, de ce pas, laisser la parole à Antonio Moura, directeur général de BMA. Et bonjour à tous. Donc oui, effectivement, Antonio Moura. Donc je vais vous donner quelques mots sur BMA Group. Donc BMA Group, c'est une société d'aménagement, donc spécialisée dans les locaux tertiaires. On est aujourd'hui, donc en fait, on est ce qu'on appelle un format de contractant général, c'est-à-dire qu'on fait du pilotage de projets de A à Z, donc qui vont effectivement de la conception jusqu'à la réalisation. BMA Group, c'est une société indépendante qui a été créée il y a 14 ans, aujourd'hui qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 30 collaborateurs, une centaine de personnes en moyenne travaillant sur nos chantiers, et on fait à peu près 80 chantiers par an en moyenne. Notre méthode de travail est assez simple. Ce qu'on propose à nos clients, c'est un management avec un pôle central qui s'appelle le project management, donc avec des interlocuteurs dédiés et qui sont interlocuteurs uniques de nos clients, qui s'appuient donc sur 3 spécialités internes, donc qui nous permet effectivement de pouvoir proposer l'ensemble de la chaîne. Donc le BE, l'architecture, donc ils sont capables de faire des plans, des 3D, de la préconisation architecturale. Tout le pôle conduite de travaux, donc vraiment les gens qui sont sur le terrain et qui s'occupent du chantier au quotidien.
Et notre pôle mobilier agencement, donc on est distributeur de mobilier via des marques connues comme Herman Miller, Quadrifoglio, Bisley, etc. Et le pôle agencement qui est une spécialité sur lequel on est aujourd'hui un des seuls contractants généraux à avoir notre propre structure d'agencement sur mesure, qui est aujourd'hui vraiment d'actualité avec toutes les nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, l'agencement permet vraiment de personnaliser des espaces, d'avoir des espaces uniques. Et vous verrez dans ce que je vous présenterai plus tard, il a une place prépondérante, donc on a décidé d'avoir notre propre structure d'agencement. Aujourd'hui, nos clients sont de deux typologies. On a les utilisateurs donc qui utilisent des bureaux aujourd'hui. On a de la chance, on a une toute typologie de clients. Donc, vous avez une liste ici non exhaustive des clients que nous avons. Donc, ils vont aussi bien être des industries, de la nouvelle économie, des startups, du service. Voilà. Donc, on a vraiment la chance d'avoir une vision un peu élargie du spectre des utilisateurs. Et donc les bailleurs pour qui on fait de la valorisation de patrimoine, qui sont la plupart des institutionnels détenteurs d'immobilier de bureau. Donc voilà, donc qui sont des fonds, qui sont des banques, voilà, avec qui on travaille vraiment sur des projets, soit de rénovation de locaux basiques, entre guillemets, mais aussi la valorisation d'espaces, des halls, des espaces de service et également des espaces témoins de commercialisation, donc qui aident effectivement des structures comme GIS à commercialiser des bureaux. Donc voilà, pour ma part. Je passe donc la parole à Hervé. Bonjour à tous, donc Hervé Jo, je suis le directeur général d'IRLM. Je vais faire comme Antonio et René, vous présenter rapidement la structure. IRLM est un intégrateur audiovisuel, donc en deux mots, on est là pour recueillir un besoin et sur des solutions technologiques qui concernent l'entreprise et notamment beaucoup la salle de réunion, les espaces d'accueil, etc., proposer les équipements nécessaires à l'expression d'un besoin émis par un client. Donc, on est pour ça référencé chez un certain nombre de fabricants, en général plusieurs fabricants pour la même solution, pour être sûr d'être en mesure de proposer une solution la plus sur mesure possible. Les grands chiffres d'IRLM aujourd'hui pour aller vite, c'est une société qui a été fondée dans la région Bourgogne il y a 45 ans. On est répartis sur le territoire français, essentiellement à Lyon, Dijon et Paris. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 12 millions, c'est 500 clients par an. On a une quarantaine de collaborateurs et 20 personnes qui sont dédiées à la production. On est très attachés à ce qu'aujourd'hui la production de nos installations soit faite par nos techniciens et notre savoir-faire. C'est à peu près 900 salles de réunion équipées par an et 6 à 7 interventions journalières. Pour rapidement vous donner un peu d'image, aujourd'hui on a une maison qui s'est créée sur l'audio. De l'audio, on est passé à la vidéo et aujourd'hui on intervient dans les domaines essentiellement pour l'entreprise que sont les salles de réunion, l'affichage dynamique, la réservation de salles qui est une solution très prisée par nos clients parisiens en ce moment. Donc, je vais vous le montrer un petit peu plus en image. Voilà, la salle de réunion aujourd'hui, on essaye toujours en fonction d'une contrainte architecturale, d'une ambition, d'une technologie choisie, de proposer une solution adaptée. Ça concerne aussi des salles un petit peu plus prestigieuses que peuvent être des salles du conseil ou des salles qu'on appelle VIP avec beaucoup plus de technologie et un soin plus porté aux technologies. On est également un acteur important de la diffusion vidéo et dans l'entreprise, c'est souvent sur des murs d'images, sur de la diffusion de grand format. C'est également aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des solutions plus destinées au digital signage, c'est-à-dire transmettre des messages via de la vidéo, mais aussi cette partie réservation de salle qui est une chose très importante pour nous. Parce qu'elle C'est vrai qu'il y a un souci de connexion. Les autres sont toujours là? Oui, moi je suis toujours là. Ok. Du coup, on va peut-être passer Oui, en attendant que Hervé revienne, on laisse la parole à René. Oui, alors je vais essayer de faire. Le problème, c'est que je ne peux pas faire de partage d'écran parce que c'est resté. Si, Je si, pense je le que je récupère. vais essayer Ça y est. de vous partager effectivement la suite. Ah.
Ça devrait marcher, ça devrait le faire. Voilà, très bien. Voilà, effectivement, en attendant qu'Hervine revienne, je vais continuer sur ce débat sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc, à quoi devra ressembler le bureau post-Covid? Et ce qu'on va regarder, c'est un peu le point sur la situation actuelle. Ce qu'on constate, c'est que quels sont les besoins des entreprises? Faire face à l'incertitude, ça on en est tous conscients. Pour certains entrepreneurs et dirigeants, faire revenir les salariés des entreprises dans les locaux en toute sécurité. Et puis, bien sûr, repenser l'organisation du travail et gérer les urgences. On aura l'occasion d'aborder tout ça. Mais auparavant, moi, je voudrais vous parler du bureau d'avant, avant le Covid. Parce qu'en fait, si on regarde bien cette situation, il y a eu le bureau avant, le bureau du demain avant Covid, et après, on vous parlera du bureau du demain après Covid. Alors, comment c'était le bureau d'avant, de demain avant Covid? Je ne sais pas si vous vous rappelez, puisqu'en décembre 2019, beaucoup d'entreprises rêvaient de se positionner en pionnier sur les nouveaux modes de travail. En effet, on avait remarqué que l'attractivité d'une entreprise reposait de plus en plus sur sa façon de faire travailler ses salariés, notamment la nouvelle génération. On constatait globalement que 93% des jeunes actifs qui souhaitaient avoir un bureau classique. Il leur fallait redoubler. Et pour ça, on devait redoubler d'ingéniosité pour attirer les nouveaux talents. Ce qu'on a remarqué, c'est que de nombreuses entreprises avaient un peu compris ce débat-là et se servaient de leurs locaux et de leurs nouveaux modes de travail comme moyen de communiquer auprès de leurs potentiels futurs employés. Je pense notamment aux GAFA, ces géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui n'en finissaient plus de communiquer sur des espaces toujours plus design, jeunes et branchés. Et alors, pas besoin d'être Google ou Facebook pour penser comme ça. Puisque si on regarde bien, on a retrouvé Hervé, je crois. Je vais peut-être terminer ou Oui, oui, vas-y, continue. Hervé va se représenter pendant voilà. sa Donc, partie. comme je disais, ce n'était pas forcément ces grands groupes, puisque dans certaines de nos sociétés actuelles, on a développé ce principe-là, notamment, je ne sais pas si certains s'en souviennent, le principe de l'attribution du bureau en fonction des usages et non de la hiérarchie. Et on note aussi que d'autres avaient fait le choix d'opter pour une décoration, une organisation de l'espace comme à la maison, afin de casser cet aspect bureau et de gommer la dichotomie qu'il y avait entre vie professionnelle et vie personnelle. Notamment, on retrouvait du baby-foot, du ping-pong, des cours de guitare et même du potager. Les entreprises rivalisaient dans le bureau de demain avant Covid d'ingéniosité pour surprendre leurs salariés. C'était même récemment devenu un métier. Je pense notamment au chef happiness officer chargé de la bonne ambiance. On pourrait presque penser, je dirais, que les sociétés cherchaient à noyer le poisson entre la salle de sport, l'atelier petit déjeuner, la salle d'exposition et les massages sur place. L'entreprise devenait presque une seconde maison. Des bureaux où on travaille de moins en moins, mais où on reste de plus en plus longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains favorisaient même la sieste en disant que cela mettait une productivité de plus de 35%. Et puis est arrivé le sujet du Covid. Le Covid est arrivé et le bureau de demain a, on va dire, a évolué sur d'autres choses. Le bureau de demain est devenu quelque chose de complètement différent. Alors, on a d'abord pensé que la solution serait simple. La majorité du secteur tertiaire, le télétravail. Mais le travail à distance a également ses limites. Et cela, d'abord parce qu'il fragilise les liens de socialisation. Être côte à côte, quand on travaille, améliore la spontanéité et permet de confronter nos idées, d'où l'importance de ces espaces collaboratifs dont on a besoin. Alors, le bureau de demain, après Covid, il va falloir respecter en fait toutes ces mesures sanitaires, être plus strict et créer par contre des lieux de rencontre. On a notamment inventé un nouveau mot qui est le Hub and Club. Hub pour le point de rencontre, en fait, entre les forces vives de l'entreprise, on se retrouve,
et club pour la socialisation et le partage des valeurs. En fait, l'ADN de l'entreprise, pour garder cette image. Et peut-être ce qui vaut aujourd'hui l'image d'espace du coworking qui ne cesse de se développer un peu partout. Je pense que va falloir quand même, pour les entreprises, allier partage et protection contre ce virus. Ce n'est pas une sinécure, hein, en fait. Hein. D'où l'importance, on en parlera, on en reviendra peut-être sur le sujet, mais d'où l'importance peut-être de mutualiser les espaces. En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il va falloir instaurer, comme les écoles, des rotations entre les salariés, entre une alternance entre télétravail et travail au bureau, travailler au bureau, mais comment? Se demander si c'est la fin des open space, c'est sûr qu'il va être difficile à l'avenir de conserver des bureaux où on va privilégier une densité. Et se retrouver collés les uns contre les autres, je pense que là, on est passé dans un tout monde. L'idée, c'est d'avoir en fait moins de bureaux et plus de mètres carrés par salarié grâce à des espaces agiles et reconfigurables. Alors, la reconfiguration, je pense qu'elle passera aussi par le digital. Parce que le digital devra avoir là toute sa place. Hein. Elle devrait montrer la puissance des outils vocaux, sans contact, ou encore des portes automatiques. Alors, on a déjà ça. Hein. Cependant, l'employeur, je pense qu'il devra aussi maîtriser l'occupation des locaux pour limiter les risques de contagion. Alors, il faudra travailler avec le corps social, bien sûr, je suis d'accord. Mais il faudra mettre en place peut-être des idées comme des capteurs pour que les personnes, qu'on puisse comptabiliser le nombre de personnes à tel endroit ou à tel endroit. Ce sont des choses comme ça. On pense que les bâtiments devront être peut-être repensés pour mieux prendre en compte l'aspect et le respect des choses et de la santé. En bref, ce que je dirais, c'est que l'immobilier d'entreprise va devoir une nouvelle fois se réinventer. Mais cette fois-ci, peut-être à marche forcée. En fait, si on, si on regarde un peu, on se pose la question, quel serait le souhait des salariés? Et donc, comme vous voyez sur le slide, on note que 80% souhaiteraient désormais télétravailler régulièrement. Alors, télétravailler régulièrement ne veut pas dire à 100%. C'est peut-être un sujet entre être en partie au bureau, en partie en télétravail, et peut-être en partie sur des lieux où on se retrouverait. Je vous parlais tout à l'heure d'espace de coworking, où les gens ne sont pas forcément de la même entreprise, mais on retrouve un peu de socialisation. Et effectivement, le côté open space, de toute façon, est-ce qu'il faudra l'oublier? Parce que l'open space, pour nous tous, c'est densifier, densifier l'espace. Et ça, au niveau social, au niveau sanitaire, c'est quelque chose qu'il faut repenser. Donc, on va parler peut-être de flex office, de choses comme ça. Globalement, ce qui va être peut-être mis en avant, ça va être la sécurité sanitaire des salariés. Alors, vous me direz, que va devenir le marché immobilier d'entreprise là-dedans? Est-ce que moins de surface, moins de bâtiments, plus de vide? Ce qu'on note déjà, c'est que même si il y a de plus en plus quand même d'entreprises qui se dirigent, en tout cas pour ce qui est des TPE et des PME, de chefs d'entreprise qui font le choix volontairement de se positionner à l'acquisition. Donc, on note effectivement qu'il y a une forte diminution. Là, on parle de 60%. Excusez-moi, je suis passé peut-être un peu vite, hein, mais là, on parle de 60% de la chute de la demande passée. En échange, on note quand même qu'il y a une recherche d'acquisition. Alors, est-ce que c'est une recherche de création de patrimoine pour les dirigeants de TPE, PME? Mais voilà, on note qu'il y a quand même ce type de marché qui se développe bien. Ce qui se développe aussi, c'est que il se trouve que aujourd'hui, ce qui prend le pas sur le bureau, c'est aussi les collectivités, les entrepôts. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire des locaux qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les garder tels qu'ils sont? Alors, bien sûr que ça passe forcément, en tout cas pour certains, par un réaménagement. Alors, réaménager les locaux,
Ça veut dire négocier avec le bailleur, rationaliser les coûts, ça veut dire réduire la surface, ça veut dire encore une fois négocier avec le bailleur, délocaliser les bureaux et peut-être garder un siège social à un endroit précis en diminuant la surface et en créant des bureaux satellites autour pour permettre aux gens de se rendre à un lieu plus proche de chez eux. Pourquoi pas? Mais toujours dit que la négociation avec le bailleur va être, à mon avis, au cœur du sujet. Qu'on souhaite diminuer ses surfaces ou alors tout simplement déménager, aller ailleurs pour diminuer le coût. Parce que la question est là aujourd'hui, c'est continuer à payer des loyers sur des bureaux à moitié vides va poser un problème économique à un moment à une entreprise. Donc, la négociation peut être rallonger peut-être sa durée le bail et permettre effectivement peut-être de diminuer les surfaces. Le propriétaire aura cette possibilité de se dire j'ai un locataire sur une longue durée, mal échange, je le garde et je diminue les surfaces. C'est un peu l'idée qu'on se dit aujourd'hui. Et on a, nous, notamment, parmi les immeubles que nous avons, que nous commercialisons, je pense notamment à Occident Sud, qui est un immeuble qui est peut-être déjà l'immeuble de demain, après Covid, parce qu'il offre cette possibilité de ne créer que des points de rencontre, des grandes salles de réunion, et en même temps, d'être dans un endroit verdoyant qui fait que les gens ont quand même envie de venir, et on est quand même loin de Paris, tout en étant au cœur des lieux de transport. Alors, on se dira, du bureau de demain, sera-t-il un bureau partagé? Est-ce qu'une bonne idée? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas une réponse, on n'a pas de certitude sur toutes les questions qu'on se pose. On ne peut penser, à mon avis, qu'il y a des choses, qu'il y a des retours d'expérience. Et je pense que ceux qui sont bien placés pour ça, je vais laisser la parole à Antonio Moura, qui, à mon avis, va nous apporter aussi son retour d'expérience sur comment se passe l'aménagement de bureau. Absolument. Merci beaucoup, René. C'était très, très intéressant. Et la transition est effectivement toute trouvée. Donc, on va parler aujourd'hui des bureaux de demain. Vous voyez bien mon écran? On voit mon écran, c'est bon? Oui. Très bien. On va parler du bureau de demain. Alors, ici, l'idée de BMA Group, c'est de vous donner plutôt un retour d'expérience que vraiment faire une étude. Il y a eu beaucoup d'études lors du premier confinement qui sont sorties, qui étaient toutes très intéressantes sur l'émergence du télétravail, sur le bureau de demain, avec beaucoup de conclusions qui étaient à mon goût certes un peu hâtives, liées forcément aux incertitudes et à la situation qui aujourd'hui qui a été hors de contrôle. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce que je veux vous amener, c'est plus notre retour d'expérience sur les 8 ou 9 mois qui viennent de passer en tant qu'aménageur, sur les discussions qu'on a eues avec nos clients, sur les retours qu'on a eus et sur ce qui se passe et ce qu'on essaye d'anticiper. Donc aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? C'est une crise du Covid qui nous a évidemment obligés à repenser nos méthodes de travail assez rapidement. René le disait à juste titre, on a été obligé de mettre en place du télétravail sans délai, quasiment du jour au lendemain. Vous imaginez, nous, avec nos process en France, avec les discussions qu'on peut avoir avec nos équipes, avec nos salariés, mettre en place du jour au lendemain du télétravail sur certaines activités, par exemple comme la nôtre, qui n'était pas forcément destinée à l'être, ça a été quelque chose à gérer assez compliqué. Avec une situation sociale inédite. On s'est retrouvé aujourd'hui sur complètement un mélange entre des peurs personnelles et des peurs d'entreprise. Quand il y a eu la crise de Lehman, on a eu certes des peurs personnelles de banqueroute, etc. Mais là, on parlait de santé. La santé, c'est quand même la priorité aujourd'hui. Et donc, face à des équipes qui étaient très inquiets, comment gérer aujourd'hui des décisions avec un État qui malheureusement n'avait pas plus de visibilité que nous, avec des décisions très, très compliquées à prendre. Ensuite, il y a eu cette adaptation express des locaux qui a dû être fait donc à la sortie du premier confinement, avec le protocole sanitaire de l'État qui est sorti assez rapidement, où beaucoup de nos clients nous ont questionné sur quelle était notre vision de ça, comment on pouvait repenser nos espaces de manière très rapide pour que les équipes reviennent sur le terrain. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question si c'est l'heure du questionnement. Est-ce qu'on doit vraiment révolutionner nos méthodes de travail? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Est-ce que l'entreprise est prête à le faire? Est-ce que cette évolution est en adéquation avec nos métiers? Aujourd'hui, des métiers, René le dit à juste titre, il y a des métiers qui avaient la possibilité d'être un peu en avance ou qui ont proposé autre chose à leurs salariés en
en méthode de travail. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des activités qui s'y prêtaient, avec une population différente. Aujourd'hui, est-ce qu'un avocat travaille de la même façon qu'une GAFA? La réponse est clairement non. Donc, encore une fois, si on parle d'évolution, il faut qu'elles soient en adéquation avec un métier, avec l'évolution d'un métier. Et surtout, il y a un dernier point qui me semble aujourd'hui fondamental dans ce marché, c'est quels sont les drivers du changement. Il ne faut pas se voiler la face, on va arriver dans une crise économique majeure, avec une demande placée déjà dans l'immobilier entreprise qui est en forte chute. Les drivers du changement, c'est quoi? Ça peut être aujourd'hui des drivers qui sont purement économiques, c'est-à-dire comment je dois économiser de l'argent à très court terme pour préserver mon outil de production ou préserver mes équipes. L'immobilier, qui est aujourd'hui le deuxième poste de coût, est un poste de coût qui mérite en tout cas d'être réfléchi. Après, il peut y avoir d'autres drivers de changement, parce qu'effectivement, d'autres activités arrivent à s'en sortir. Et le driver du changement, ça peut être aussi effectivement l'intégration du télétravail ou d'autres méthodes de travail. Et effectivement, la Covid ne peut faire qu'accélérer ce mouvement. Mais moi, aujourd'hui, la réponse que j'ai à vous donner, c'est qu'en vérité, les bureaux de demain devront avant tout vous ressembler. C'est ça le plus important. C'était déjà d'actualité avant la Covid. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Il est difficile aujourd'hui de dire à une société qu'elle doit passer à 100% flex office ou qu'elle doit passer en 100% de télétravail sans prendre le temps d'y réfléchir. Je vous ai mis des photos de nos clients. Vous voyez, chaque client a son identité, chaque client a sa façon de voir la chose. Par exemple, vous prenez la photo en haut à gauche d'SDWorks. Aujourd'hui, on a créé, donc c'est un des aménagements très récents qu'on a fait, on a créé une véritable agora qui a répondu justement à ce souhait d'avoir un peu plus de télétravail, de pouvoir rassembler les salariés sur un espace de travail. Par exemple, au haut à droite, vous avez un de nos clients qui pratique beaucoup le desk sharing et qui a souhaité des bureaux beaucoup plus participatifs. Vous voyez, aujourd'hui, le message, c'est que, encore une fois, les bureaux doivent ressembler à l'entreprise et quelque part, la Covid ne va faire qu'accélérer l'évolution potentielle, mais qui est liée à des métiers et client par client. Pour nous, il y a une prise de recul qui est vraiment nécessaire parce qu'il y a 3 sujets à considérer qui sont très importants. Il y a le business model. Aujourd'hui, chacun doit anticiper les évolutions de son cœur métier, de ses concurrents. On reste plus que jamais dans des milieux concurrentiels, peu importe l'activité qu'on fait. Et quelque part, anticiper l'évolution des métiers, c'est quelque chose de très important parce que ça va conditionner potentiellement la façon dont vous allez faire évoluer aussi vos méthodes de travail. La valeur et la culture de mon entreprise, c'est plus que jamais d'actualité aujourd'hui avec le télétravail forcé. Comment je rattache aujourd'hui et comment je fais passer les valeurs de mon entreprise à travers mon aménagement et l'évolution sociale de mon entreprise et de mes équipes. Aujourd'hui, effectivement, certaines entreprises ne sont même pas revenues travailler dans leurs locaux. Quelle va être l'évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, ça plaît à nos salariés d'être en télétravail? Est-ce que c'est handicapant? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que nos futures décisions ne vont pas contrarier un certain confort qu'ils ont pris aujourd'hui? Ces 3 points sont nécessaires pour moi avant de prendre toute décision sur une évolution de ces méthodes de travail. Ceci étant dit, il existe quand même des solutions sur lesquelles on peut réfléchir. Il y a des solutions court-termistes qu'on a prises, il y a des solutions long-termistes. La première solution, effectivement, c'est la solution immobilière. Je reste ou je déménage, je renégocie tout ce qu'a décrit GIS avant, qui ne sont pas de notre ressort. Mais aussi des solutions qui sont des solutions purement d'aménagement. Elles vont être de 2 ordres. Elles vont être déjà le réaménagement et la réadaptation de l'existant à long terme. On peut considérer aujourd'hui que son implantation telle qu'elle est convient, quand bien même on va y introduire un peu de télétravail, partiel ou total, et que effectivement les nouvelles normes sanitaires, la prise en compte de l'évolution, en tout cas la prise de conscience sur la santé des salariés et la façon dont on travaille aujourd'hui peuvent être amenées. Vous voyez ici, vous avez en visuel une étude qui a été faite par un de nos fournisseurs immobiliers qui s'appelle Quadrix Immobilio, entre un aménagement à gauche avant Covid et un aménagement potentiel à droite, qui est juste, comme vous le pouvez voir, des réadaptations selon 3 critères qui sont la distanciation, évidemment, qui est aujourd'hui un point très important. Un repositionnement, c'est juste, j'utilise le mobilier actuel et je le redistribue. Et la division et la protection, que vous verrez juste après, où on garantit aux équipes une forme de protection qui vont être soit des écrans, soit un peu plus de distanciation, soit des salles de réunion plus petites. Donc, vous voyez, entre l'évolution, le plateau à gauche et son évolution à droite, on reste sur vraiment de la réadaptation. De même, c'est quelque chose que vous voyez sous les yeux, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup ces derniers temps et qui, à mon avis, va être amené à généraliser. Et par exemple, ça, c'est un modèle qu'on a proposé à un de nos clients qui va s'installer au mois de janvier dans ses nouveaux locaux. C'est que lui considère que la crise est encore là,
que la crise du Covid est encore là, que c'est difficile aujourd'hui de prendre une décision de modifier vraiment ses méthodes de travail. Pour autant, il veut quand même proposer à ses salariés des espaces en tout cas sécurisés. Donc, vous voyez, ici, vous avez un bench réadapté à la sauce Covid, avec quand même une nécessité de transparence qu'on a voulu garder, qui favorise la communication, parce que tous les métiers ne peuvent pas être dans des bureaux fermés. Il y a quand même une communication qui peut être importante entre équipes. Et donc, par exemple, avec cette typologie de mobilier, on peut au moins garantir une forme de distanciation ou aussi une forme de sécurité. La deuxième chose, effectivement, c'est après la réadaptation et le réaménagement, quand on estime que l'évolution n'est pas forcément nécessaire, après, il y a effectivement une modification en profondeur des modes de travail. Alors, assez paradoxalement, je vais aller un peu à l'inverse de ce que disait René, c'est qu'on peut se poser la question de plus open space ou plus d'espace fermé. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'aménageurs, le mot open space n'a plus la même signification qu'il y avait il y a une quinzaine d'années. L'open space, quand il est arrivé en Europe, il venait des États-Unis, c'était les fameux box très fermés, tout le monde les uns sur les autres, avec un rapport à l'acoustique qui était très très peu étudié. C'est le modèle d'open space qui est arrivé au début des années 2000 en France, qui a été souvent décrié et sur lequel on a eu beaucoup de difficultés entre guillemets à le vendre à nos IRP. Aujourd'hui, heureusement, l'open space a beaucoup évolué. Donc, vous voyez, par exemple, on repense le traditionnel poste de travail, notamment par le mobilier, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a beaucoup de fournisseurs de mobilier qui proposent des solutions de mobilier en open space, entre guillemets, mais qui permet une forme de distanciation, de confidentialité. Vous voyez, par exemple, en haut à gauche, vous avez un poste de 2 avec ce qu'on appelle une grande armoire. Nous, on appelle ça un tower, qui est ni plus ni moins qu'une armoire qui va remplacer le caisson bas et qui va permettre d'isoler dans un espace de personnes. Vous avez en bas à gauche une forme d'open space en espèce d'épi de blé, c'est-à-dire que vous avez un espace central avec une armoire centrale et des postes qui se distribuent, qui permet la distanciation et en même temps une forme d'être seul à son poste. Hein. Vous avez, je vous ai remis l'image de notre client aujourd'hui qui souhaitait avoir vraiment une équipe dynamique dans le cadre de son travail, d'une équipe projet qui travaille ensemble et donc qui peut s'installer indifféremment sur une typologie de poste. Et vous avez par exemple en bas à droite les nouvelles formes de réunions aussi informelles qui plaisent beaucoup avec ces fameuses box, une personne, alors qui sont certes assez peu Covid pour le moment, mais qui en tout cas pour une personne, pour un format individuel est bien sécurisé. Et puis ces espèces de salles de réunion informelles qui sont dans des espaces ouverts et qui permettent aux salariés de pouvoir sortir de la poste open space. À l'inverse, on peut aussi rentrer dans une logique d'espace fermé, alors qui est moins le bureau individuel traditionnel, mais qui est plus l'espace partagé où, par exemple, un service de RH de 3-4 personnes va être dans le même bureau, toujours en respectant les distanciations et un mobilier différenciant. Après, vous avez aussi les nouvelles méthodes de travail qui ont subi un essor ces derniers temps. On en parle effectivement du flex office. René en a parlé à juste titre. Alors aujourd'hui, le flex office est un concept qui va englober un certain nombre de formes de travail. Donc le flex office, c'est aujourd'hui un principe de dématérialisation du poste de travail dans lequel on va proposer à des équipes, par exemple, comme vous voyez en bas à droite chez un de nos clients, 10 postes dans des formats d'assises et de propositions assez différentes. Même chose, en bas à gauche, vous avez un format de flex office qui va partager des espaces de travail projet, même chose sans PC, etc., juste où quelqu'un peut venir se plugger, et derrière des espaces de jeu qui vont favoriser la convivialité. Dans le flex office, évidemment, on va inclure le télétravail, mais dans sa forme partielle. Mais encore une fois, le flex office aujourd'hui est une solution intéressante. Encore faut-il qu'elle soit adaptée, parce que le flex office doit avoir un accompagnement social sur la façon dont il va être mis en place, avec une décision et un accompagnement du management stratégique assez forte, dans lequel on va expliquer vraiment à nos équipes comment fonctionnent nos bureaux. Nous, en tant qu'aménageurs, on s'engage aussi à fournir quelque part une espèce de charte d'utilisation des bureaux, c'est-à-dire à quoi sont destinés ces postes, comment on y travaille, la connectivité qui est proposée et le digital dont on parlera Hervé après. Et vraiment cet accompagnement assez fort, puisque à partir du moment où on n'a plus son poste attribué, il peut y avoir une forme d'anxiété qui est là, alors que le flex office, c'est pas forcément une diminution de surface, mais une utilisation différente des espaces. Il y a en général une assise, si vous êtes 100 personnes, il y a 100 assises. A contrario, vous avez aussi d'autres formes de méthodes, de mode de travail, alors qui a fait un peu plus le débat parce qu'elle est un peu plus anxiogène et surtout elle est adaptée à une typologie vraiment de service particulière qui est le desk sharing. Le desk sharing, c'est ni plus ni moins qu'un choix stratégique
par exemple, sur une population de commerciaux et de consultants, par exemple, vous avez 20 consultants dont la moitié sont constamment à l'extérieur, au lieu de prévoir, comme on faisait traditionnellement 20 postes, de partir sur une base de 10 postes et de supposer, en tout cas, d'avoir anticipé une forme de rotation des équipes de manière à ce que, au lieu d'occuper 20 postes, on va occuper 10 postes et on va rendre l'espace en plus pour d'autres équipes ou probablement d'autres espaces conviviaux ou la cafette, etc., etc. Alors, effectivement, le day sharing, même chose, il doit être accompagné, il doit se faire sur des activités qui s'y prêtent, avec un accompagnement digital encore, et j'insiste, c'est très important pour lever une forme d'anxiété. Et après, derrière, il y a des aménagements qui doivent être amenés où on doit offrir effectivement aux équipes plus d'espaces conviviaux, plus d'espaces d'isolation pour pouvoir passer des coups de fil, et surtout cette notion de casier, puisqu'à partir du moment où on est en day sharing, il n'y a plus de notion de la possibilité de laisser ses affaires. Donc, effectivement, il faut s'organiser. Dernière chose sur laquelle je veux insister, qui est très importante, René en a parlé, c'est vraiment l'apport du digital. Il était déjà d'actualité quand le flex office est arrivé dans nos bureaux. Il n'y a pas besoin de faire du flex office pour avoir du digital. Aujourd'hui, il y a des solutions de pilotage de salles de réunion, etc., qui permettent d'optimiser l'utilisation de ces espaces, puisque aujourd'hui, nous, dans l'aménagement, on parle beaucoup de reversibilité des espaces. C'est-à-dire que là où on crée une cafette traditionnelle de 30 mètres carrés qui était occupée 20% du temps, aujourd'hui, on va peut-être prendre 50 mètres carrés, mais on va lui offrir une versibilité et une possibilité aux équipes de pouvoir soit venir y travailler, faire des réunions informelles. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on note à côté de ça une baisse de la salle de réunion traditionnelle. Vous voyez, ça c'est assez intéressant. Pour autant, ça nécessite pour moi d'être piloté pour que la ressource soit bien utilisée. De manière générale, le digital permet vraiment de pouvoir piloter la ressource immobilière. Donc, ça peut être du poste de travail, vraiment, c'est-à-dire avec du capteur sous le poste de travail pour déterminer qui est là en présentiel. Ça va être de la salle de réunion et de la réservation de salle de réunion. Là où, par exemple, avant, on réservait sur Outlook et si la personne se pointait ou pas, on ne savait pas. Et du coup, s'il y avait une annulation, on ne pouvait pas rebénéficier de cette salle de réunion. Du coup, on avait tendance à surestimer si on faisait une salle de réunion. Et de même, aujourd'hui, il y a sur le digital la possibilité d'avoir un chemin de visite pour ses visiteurs avec, par exemple, comme vous voyez en bas à droite chez Segus, la possibilité que le visiteur s'enregistre et accède directement à la personne, que la personne vient chercher. Donc, par exemple, ça modifie aussi la façon dont on accueille ces visiteurs. Donc ça, je laisserai vraiment Hervé développer ce point-là. Donc, pour finir, notre auto-expérience, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment très peu de recul sur une crise qui, en plus, n'est pas terminée, puisqu'on est aujourd'hui encore dans un deuxième confinement et sur lequel on a peu de visibilité. Bon. Le télétravail, très clairement, il n'est pas encore à maturité. On l'a mis en place de façon forcée, donc c'est facile de tirer des conclusions sur la mise en place d'un process forcé. Qu'en est-il qu'une fois qu'on va devoir y réfléchir et se sortir un peu du carcan de la Covid, on voit bien aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité, les conditions de mise en place entre le syndicat et le patronat ne sont quand même pas définies. Il y a aujourd'hui une adhésion ou pas des équipes au télétravail, très clairement. Par exemple, nous, chez BMA, nos équipes d'architectes ont souhaité revenir assez vite au bureau parce que soit c'était petit chez eux et donc c'était pas très agréable, soit ça manquait aujourd'hui de communication avec d'autres équipes et donc il y avait un peu de trou dans la raquette. Donc, contrairement à ce on a pu croire, assez paradoxalement, le télétravail, il n'y a pas assez peu de juste milieu. C'est soit vraiment le salarié voit un grand confort parce que son activité s'y prête et potentiellement, lui, ça lui réduit son nombre d'heures de transport, etc. Et inversement, on a vu aussi une certaine défiance. La vérité aussi aujourd'hui, en tout cas notre vérité, c'est qu'il y a autant de solutions que de clients. Et je pense qu'il est important, nous, en tant qu'aménageurs, de ne pas enfermer nos clients dans des carcans ou dans des modes qui ne seraient pas adaptés à leur méthode de travail. Et le dernier point, c'est qu'il est urgent d'attendre, malheureusement, mais il y a eu l'urgence qu'on a dû gérer à très court terme, sur lequel tous, en tant que chefs d'entreprise, nous avons dû prendre des décisions difficiles pour nos activités, parce qu'encore une fois, le télétravail ne s'adapte pas à tout. Il y a un problème d'accès aussi à nos clients qui étaient également en télétravail. Et donc, ces décisions-là, on n'a pas eu le choix, on a dû les prendre. Mon conseil aujourd'hui, en tout cas sur les discussions que j'ai avec nos clients, c'est que laissons-nous un peu de temps pour voir comment évolue cette crise. On a vraiment des lignes de temps. On a le court terme, on a le long terme. Laissons-nous un peu de temps, laissons un peu évoluer la situation et voyons un peu comment va évoluer cette crise et quelles vont être les répercussions. J'espère, comme disait Yelena en introduction, que bientôt elle sera derrière nous. On l'espère. Maintenant, l'expérience nous a montré à très court terme qu'on peut vite replonger. Donc, encore une fois, il est urgent d'attendre, mais on peut déjà y réfléchir. Donc voilà pour ma partie. Je vais donc laisser la parole à Hervé.
Merci Antonio. Me revoilà, toutes mes excuses pour tout à l'heure. En général, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc c'est chez moi que ça a coupé, alors qu'en normalement, ça n'aurait pas dû. Pour finir et redémarrer sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est trois acteurs qui sont souvent les uns derrière les autres. On n'a pas de relation particulière, si ce n'est qu'on a un vrai feeling et des vraies habitudes de travail, et qu'effectivement, notre souhait dans l'accompagnement global qu'on peut avoir d'un client, c'est que les locaux, ça démarre avec un bâtiment, ensuite ça s'aménage, et après, de temps en temps, on y met de la techno. Donc, l'avantage d'avoir cette conversation les uns derrière les autres, hein, c'est essayer là, quelle idée, et on a bien adhéré, c'est d'essayer de vous donner un peu une vision globale de ce qu'on vit nous à chaque étape d'un aménagement. La technologie, elle est certes importante dans le bâtiment, et bien souvent on aime être en amont avec des gens comme BMA parce qu'ils pensent tôt, ils parlent tôt aux clients de ces solutions-là, et on se retrouve pas au dernier moment avec des problèmes insolubles parce qu'on n'y a pas pensé suffisamment tôt. Donc cette démarche-là, on l'avait avant Covid. Et je tiens à faire cet appui. Il y a eu l'avant-Covid, mais l'avant-Covid, quand on veut réussir correctement la digitalisation de son espace de travail et la manière dont on va penser la communication, si on y pense tôt, on sait faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois, nous, on est trop tourné vers les services d'information et pas assez sur les services généraux. Et que grâce à des gens qui parlent de technologie tôt, et Antonio en parle très bien, on arrive à vous accompagner et à vous donner les éléments clés tôt pour que finalement, dans les espaces que j'ai décrits tout à l'heure, qui sont l'espace de salle de réunion, qui sont l'espace d'accueil, que sont toute la partie réservation de salle qu'on va redétailler pour vous expliquer comment, dans une période Covid, ça prend encore plus son sens. On va vous aider à bien concevoir vos locaux. Alors, dans le digital aujourd'hui, il faut voir deux choses et deux aspects majeurs. Le premier aspect, c'est de dire je dois donner à mes collaborateurs de quoi communiquer mieux et travailler mieux en commun. Il n'y a plus de réunions sans PC, il n'y a plus de salles de réunion qui ne sont plus occupées, mais cette démarche, elle est récente. Hein. Il y a 5 ou 6 ans, sur un paquet de 10 salles de réunion, on mettait de la visio dans une salle, des écrans dans 5 ou 6 salles, et on faisait encore des salles dans lesquelles il n'y a rien. Ça n'existe plus. Ça, on est obligé de le reconnaître. La salle de réunion et le travail partagé passent forcément toujours par du digital. Donc ça, effectivement, c'est un outil majeur. Et puis, quelque part, par des actions, par des activités ou des métiers nouveaux qui sont arrivés comme la réservation de salles, le digital nous permet de collecter de la data, de vous donner de l'information temps réel sur l'occupation de vos espaces, la manière dont se comportent vos collaborateurs. Et cette data, elle va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Antonio en a parlé il y a quelques temps. La réservation de salles aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet d'avoir une information certaine, fiable, sur le taux d'occupation de vos salles de réunion. Est-ce qu'une salle qui est réservée est occupée ou pas? Si elle n'est pas occupée, je la libère et je donne la capacité aux gens de l'utiliser. Voilà. En fait, le digital, il faut le prendre sous ces deux aspects-là. Un aspect, je donne des outils à mes collaborateurs, pour mieux travailler. Et puis, quelque part, je profite de tous les éléments que je peux collecter pour mieux organiser les espaces de travail que je dois avoir. Donc, pourquoi digitaliser? Aujourd'hui, on a un raisonnement sur la digitalisation à plusieurs niveaux. On a un niveau sur vos espaces de travail et notamment la salle de réunion. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis le Covid aujourd'hui? On l'a dit, on a des entreprises qui n'avaient pas de télétravail et qui ont donné des PC portables à leurs collaborateurs du jour au lendemain en leur disant téléchargez une appli, ça sera peut-être Zoom, ça sera peut-être Teams, ça sera peut-être quelque chose, mais débrouillez-vous. Bon, ça, c'est une réalité. L'intégrateur audiovisuel, comme nous, il est de bons conseils. Il peut effectivement expliquer les limites, dire pourquoi c'est bien, dire pourquoi c'est pas bien en fonction d'un contexte client. Je prends un exemple tout bête. Vous avez des gens qui vont décider que leur communication elle doit être complètement interne. On va ne se parler qu'entre collaborateurs de l'entreprise X. Et puis, il y a une stratégie qui peut être de dire je veux communiquer avec mes clients, avec mes fournisseurs, etc. Donc là, on est juste d'un conseil. Et surtout après, et c'est là qu'on vit le post-Covid, et on commence nous déjà à avoir peut-être plus que René et plus qu'Antonio des vrais inputs, parce que les gens sont revenus travailler cet été, et tout d'un coup sont retournés dans leur salle de réunion et se sont rendus compte qu'effectivement, on avait besoin d'avoir des salles de réunion qui nous permettent
à n'importe quel moment de manière la plus simple possible, de communiquer avec des collaborateurs distants qui ne sont pas encore revenus ou qui vont repartir. Et là, le métier de l'intégrateur, il est en fait assez complexe, mais pour une finalité très simple. Je dois permettre à n'importe qui d'utiliser un outil le plus simplement possible. Voilà. C'est pour vous faire un petit schéma de notre métier. Théoriquement, quand vous êtes chez vous, vous avez un lecteur DVD, une télé, une enceinte, etc. Vous avez 3 télécommandes sur votre table. Tout le monde s'énerve. Notre job à nous, c'est de faire la chose la plus simple possible, soit quand c'est complexe avec des équipements tactiles, soit quand c'est encore plus simple, juste un câble qui se connecte sur le PC et je prends la main. Donc voilà, c'est cette notion de conseil chez l'intégrateur aujourd'hui, c'est ça qu'il faut en retenir, c'est comment je permets à ce que mon entreprise, qui aujourd'hui travaille avec des clients, des fournisseurs, mais aussi des collaborateurs distants, puisse s'équiper le mieux possible et puis amener un peu de confort à l'utilisateur. René en a parlé dans la gestion des espaces, Antonio en parle dans la manière de l'aménager. Nous, on dit aux gens, vous faites de la vidéo, vous faites de l'audio, il y en a assez des réunions, on est couché sur un téléphone pour bien s'entendre, il y en a assez des réunions où on passe toute la journée comme ça avec la tête tordue parce qu'on diffuse sur un petit écran qui n'est pas dans l'axe de la table. Voilà, c'est toute cette notion d'apporter aux collaborateurs aussi, qu'ils soient en local ou en distant, la même expérience et la même capacité à partager ça. Donc, la notion par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, c'est que plus c'est anticipé, plus c'est pensé tôt, plus c'est simple à faire. C'est pas, on n'en met pas plus, on prévoit bien avant. Donc, ça, c'est cette partie majeure sur comment je vais permettre à mes collaborateurs de communiquer et de partager. La salle de réunion, elle est dans un jargon aujourd'hui qu'on appelle la communication unifiée, la webconf, la visioconf. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est vrai qu'elles sont maintenant, et ça, c'est ce qu'on voit post-Covid, on nous demande de la visio dans toutes les salles. Alors, la bonne nouvelle pour nos clients, c'est qu'avant, une salle de visio, ça coûtait une fortune et que maintenant, on est capable de faire des choses très efficientes, très communicantes et très simples à des budgets qui sont beaucoup plus simples, mais c'est une vraie réalité. Notre tendance à nous, c'est de dire là, dans les salles de 6 personnes, aujourd'hui, on en met 3, et les 3 autres, ils sont chez eux. Bon, voilà. Comment on fait pour traiter ça? Comment on fait pour échanger? La visioconférence et l'utilisateur, collaborateur dans l'entreprise est absolument fondamental. Ça, c'est le cœur de notre métier. C'est là-dessus qu'on est là pour vous apporter notre. On a un deuxième sujet qui est un peu plus mince dans mais c'est toute la partie collaboration projet et salle projet. La diagnostic les uns derrière les autres et puis tous les gens en présentiel. Sachez qu'aujourd'hui, grâce à des équipements qui sont des écrans tactiles, des logiciels de collaboration, encore une fois, ultra simples, on est capable de maintenir en condition ces salles projets, d'avoir des gens qui se succèdent les uns derrière les autres sans qu'on soit obligé de prendre des photos des post-it qu'on avait préalablement mis, et donc d'avoir des espaces de collaboration qui deviennent très efficients et qui sont capables aussi, eux, de communiquer avec des opérations, avec des phénomènes distants. C'est plus marginal, on n'en a pas dans toutes les entreprises. Et pour les gens qui sont très projets, très ingénierie, très gros projets, c'est des solutions qu'il faut que vous regardiez, interrogez-nous là-dessus. C'est simple à mettre en œuvre, mais il faut surtout qu'on fasse une vraie prise de données et qu'on voit comment ça évolue. Et là, encore une fois, le phénomène de on est moins dans les salles et on a plus de mal à collaborer fait que souvent, le digital et le soft peut nous aider à vous apporter des solutions qui sont assez simples. La troisième partie, c'est la gestion et l'outil de réservation des équipements. Alors, Antonio l'a dit, le flex office aujourd'hui, il est souvent intéressant pour l'entreprise, il fait peur aux salariés. Les équipements d'aujourd'hui sont là pour essentiellement nous permettre de rassurer les salariés. Pourquoi on les rassure? Parce que quand on est en capacité de réserver son espace de travail, de réserver son bureau en flex office, voire d'aller jusqu'à réserver sa place de parking, ça veut dire que quand je sais que je vais aller au bureau mardi, je vais m'y garer, je vais avoir un bureau, on va savoir que je suis là et du coup je suis attendu. Voilà. On révolutionne rien, c'est pas des budgets surréalistes, mais on prend conscience dans l'échange qu'on a avec nos clients aujourd'hui que
Certes, on leur demande peut-être de mettre un petit peu plus de techno dans les bâtiments, mais par contre, on se déplace terriblement moins, on prend terriblement moins le train. On va peut-être réduire les surfaces. Ça va se compenser par le fait qu'il faut aujourd'hui, dans l'espace de réunion que va vous créer quelqu'un comme Antonio, leur donner par le numérique et par le digital une capacité à se rassurer, à maîtriser les technologies et à préserver un espace et un environnement de travail qu'on sent quand même très indispensable, parce qu'aujourd'hui, dans les clients qu'on voit tous les jours, on sent qu'il y a aussi beaucoup de gens qui poussent pour revenir. Et il faut être capable de leur offrir au bureau, comme chez eux, un outil de communication qui leur permette de bien avancer sur ce schéma-là. Donc voilà, ça c'est le cœur de notre métier. C'est trois métiers qui se suivent bien, je vous le disais, et on est très très entremêlés. Antonio, il fait vraiment le lien entre René et nous, parce que c'est lui qui va vous démontrer toute cette capacité, toute l'expérience qu'il peut y avoir chez lui. Parfait, je vous remercie à tous les trois. Oui, en effet, c'est Antonio qui fait un lien entre nous. Je le remercie encore une fois de nous accompagner dès qu'il faut pour donner des conseils très, très, très utiles à nos clients dès le début, dès la première visite, pour bien se projeter dans l'espace. Nous sommes là aussi pour accompagner les clients dans leur réflexion sur le choix de la situation déjà. Et je pense que ça va être de plus en plus important dans les mois qui suivent pour vraiment choisir bien la situation des bureaux. Et vous êtes là, bien évidemment, pour enlever ce problème de frustration des collaborateurs qui ne sont pas sûrs de retrouver sa place et l'équipement dans les flex office. J'aimerais savoir si les participants ont des questions. N'hésitez pas à lever la main, je peux vous donner la parole, ou si vous avez des questions à écrire, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Je crois qu'il y a une chose qui est importante dans nos trois métiers qui nous regroupe beaucoup, hein, c'est que dans le fond, on a tous une grosse notion de conseil. Donc, le conseil aujourd'hui, c'est de l'approche pour nous. Donc je crois que je parle au nom de René et d'Antonio, mais n'hésitez pas à nous solliciter sur des retours d'expérience, sur des choses qu'on a conçues avant, parce que comme on le disait, on n'a pas de certitude. Moi, je vois des choses qui changent. Nous, on voit des choses qui changent beaucoup dans le digital parce que c'est la force des choses. Mais par contre, comment, et c'est ça qui nous a intéressés tous les trois, je crois, dans le fait de vous proposer cette réflexion commune, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit arriver pour que finalement, légitimement, on se pose tous des questions de taille, de dimension, etc. C'est par ces moments d'échange qu'on arrive à se forger une opinion un peu plus claire en fonction aussi de son entreprise et des gens avec qui on travaille. Tout à fait. Enfin, moi, je vois qu'il n'y a pour l'instant pas de questions. Peut-être un mot pour la fin et on a déjà eu notre heure qu'on a prévue. Une question pour la fin, une conclusion pour la fin, désolé, René et Antonio. Écoutez, de manière générale, encore une fois, la difficulté, c'est le manque de visibilité. Donc, quelque part, aujourd'hui, encore une fois, j'ai vu passer des très très bonnes études sur le devenir du bureau, etc., etc. Mais encore une fois, notre recommandation aujourd'hui, c'est une recommandation qui paraît assez bateau. C'est qu'une situation, une entreprise égale une réponse. Il existe des outils, je pense qu'on l'a tous présenté, entre ce que vous pouvez faire dans l'immobilier d'entreprise en termes de renégociation de bail ou de déménagement, etc. Et vous avez des réponses aujourd'hui, des outils pour pouvoir décider un peu de votre avenir. Et des sociétés comme les nôtres, cumulées, on est capable de vous accompagner vraiment sur un process qui part d'une réflexion purement immobilière coût, contenant quelque part l'immeuble, jusqu'à une réponse intérieure où on est vraiment là pour mettre en avant les méthodes de travail et quelque part installer les bases d'une vie sociale et économique dans un lieu de travail, avec derrière un pilotage
qui va améliorer l'efficacité de vos bureaux, qui va améliorer votre productivité. Et encore une fois, aujourd'hui, standardiser ou dire tout le monde doit faire du flex office ou que tout le monde faire du télétravail, pour moi, c'est une réponse qui est, un, erronée et deux, qui est vraiment prématurée à ce stade. Donc, encore une fois, aujourd'hui, notre réponse, c'est prenez le temps d'y réfléchir. Encore une fois, entre ce qui doit être fait dans l'urgence et le long terme, prenez le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a beaucoup d'acteurs qui savent le faire. On en fait partie. Mais n'hésitez pas à solliciter aujourd'hui les acteurs de l'immobilier entreprise. On est capable de vous amener des solutions qui sont parfaitement personnalisables. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que disaient Anthony et Hervé. On est dans un monde d'après où on ne sait pas ce qui va arriver après. On suppose, on se dit plein de choses, mais malheureusement, on ne maîtrise pas la suite. On ne maîtrise pas la suite aujourd'hui. Et je crois qu'il est urgent d'attendre et se dire aussi que la solution du voisin n'est pas forcément ma solution. Donc, accompagnez-vous, prenez le temps, accompagnez-vous de conseils. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, je pense qu'il est temps de regarder, s'approprier, de regarder ce qui sera efficace pour chaque entreprise et pas une réflexion globale. Malheureusement, il n'y aura pas une solution globale identique pour tout le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, la conclusion de notre intervention, c'est qu'il n'y a pas une réponse qui soit la même pour tout le monde, mais plutôt une réponse qu'il faudra que chacun s'adapte à soi. Donc, à vous de voir et de prendre le temps, et surtout en cette période un peu compliquée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis restez dans cette situation où vous êtes en communauté avec vos collaborateurs, mais en les protégeant. Des solutions existent. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent et merci pour tous les trois pour vos précieux conseils et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.